la main dans la main. La patrie ou la mort, nous vaincrons ou rien. Les deux sentiments qui, en tout cas, m'ont animé après, en tout cas, l'information que j'ai reçue. Sentiment de joie parce que si parmi les millions de Burkinabés, on nous appelle à venir gérer la destinée de notre chère patrie, c'est quand même une marque de confiance. Sentiment de crainte. Après l'insurrection, les attentes étaient immenses. On avait donc peur d'échouer. Donc j'ai été très surpris. Et cela s'est senti à travers ma réaction parce que j'ai marqué un grand moment de silence à tel point que celui que j'avais au bout du fil était obligé de m'interpeller. J'avais été d'abord surpris. Surpris parce que je ne savais pas comme j'aime dire, qu'on allait venir me chercher dans le trou, là, dans mon trou. Voilà. Donc ça, c'était dans un premier temps une surprise. Il a fallu donc que j'essaie d'avoir également l'avis de mes amis, de mes parents. Et puis après, c'était une sorte d'appréhension, de peur. Parce que voyez-vous, c'était quand même un gouvernement post-insurrectionnel. Et les attentes du peuple burkinabé étaient énormes. Au plan humain, nous pensons avoir réussi la chose la plus difficile. Remettre les agents du ministère de l'Environnement au travail, en les motivant, parce que ce n'était pas du tout gagné. Vous avez suivi les événements après l'insurrection. Il y avait tellement de pression, tellement de manifestations, des marches, des sit-ins par-ci, par-là. Heureusement, on peut le dire, au ministère de l'Environnement, on n'a pas connu ce type de manifestation. Au plan économique, il faut dire d'abord que le ministère de l'Environnement participe à la réalisation du budget de l'État, notamment en termes de ressources financières. Et nous avons apporté plus d'1 milliard cette année. Quand on parle du projet déchets plastiques, c'était plus un projet théorique que pratique. On a injecté de l'argent, mais on n'avait pas créé le projet. Ce projet, c'est sous la transition qu'il a été officiellement créé. Et nous avons essayé de budgétiser pour les 3 années à venir d'importantes sommes pour, en tout cas, passer à d'autres phases. Dans le domaine de la faune, de la chasse, depuis 2008, des avis d'appel d'offres avaient été lancés. Des concessionnaires avaient été identifiés, mais les contrats n'avaient pas été signés. C'est sous la transition que tous ces contrats ont été signés. Le département a réussi à faire adopter par le Conseil des ministres le code d'éthique et de déontologie du personnel des ressources animales. En fait, c'est un code de bonne conduite qui va permettre dorénavant à l'ensemble du personnel effectivement, voilà, de s'inscrire effectivement dans la bonne conduite et également de pouvoir être jugé sur la base, voilà, de ce code qui a été mis en place. Alors, nous avons travaillé également toujours dans la bonne gouvernance sur la gestion des biens de l'État, en formant les chauffeurs, en diffusant un certain nombre de textes qui existent déjà et qui étaient méconnus ou non mis en œuvre. Et tout ça, ça participe effectivement à la bonne gouvernance, à la gestion, voilà, des biens de l'État. Alors, nous avons mis également en place un comité pour lutter contre la corruption au niveau du département ministériel. C'est une demande qui avait été faite aux différents départements, mais ça n'a pas été réalisé au niveau de notre département. Enfin, toujours dans la gouvernance, nous avons essayé de réfléchir pour voir comment on harmonise au plan national les prix des sous-produits agro-industriels et des médicaments vétérinaires. Nous avons été interpellés sur beaucoup d'injustices au sein du département. Et nous avons essayé également de prendre des actions allant dans le sens de rétablir une certaine justice et une certaine équité. Alors, il faut dire que nous avons travaillé également en termes d'actions majeures à assainir les zones pastorales. Il fallait réunifier
ces deux départements, surtout quand on sait que leur séparation n'a pas été facile. Nous avons tous vu à la télé ce qui s'était passé. Donc ça, c'était vraiment un grand défi à relever. Et puis après, vous savez tous qu'on s'est occupé aussi de la question alimentaire, c'est-à-dire faire en sorte que notre agriculture soit beaucoup plus productive et plus compétitive, en même temps qu'elle soit moderne, pour pouvoir justement mieux contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays, mais être également source de revenus, source de richesse pour le pays. Donc c'était de voir comment nous pouvions contribuer à une amélioration des performances de notre agriculture. Et puis vous avez les ressources en eau. Les ressources en eau, c'est faire en sorte que nous puissions mobiliser l'ensemble des ressources en eau, qu'elles soient de surface ou souterraines, parce que cette ressource en eau là sert justement pour l'alimentation en eau potable. Quand vous regardez rien qu'à sortir, vous voyez bien que notre milieu a besoin d'être assaini. Qu'est-ce qu'il fallait faire à côté de l'ONEA, mais aussi à côté, si vous d'une direction, notamment tout ce qui concerne les eaux usées. Et puis vous avez le dernier élément qui est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Surtout que cette sécurité alimentaire est transversale. Beaucoup de départements ministériels sont concernés par cette question de sécurité alimentaire. Donc, c'était de voir comment le dispositif que nous avons pouvait nous permettre d'avoir une sorte de cohérence des actions gouvernementales dans le domaine donc, de la sécurité alimentaire. Donc, voilà les défis. Ce que nous avons pu faire, c'est, dans un premier temps quand même, c'est la loi organique. Deuxième aspect, c'est aussi d'avoir fait voter un certain nombre de lois. On va dire d'accord que le CNT nous donnait pour que le gouvernement puisse signer des accords de projets et conventions pour la réalisation d'un certain nombre d'éléments liés à mon département. Un autre aspect qui me paraît important à noter, c'est que nous avons quand même, au niveau des sociétés coopératives, nous avons pu, si vous voulez, enfin lever un des obstacles qui ne permettaient pas d'appliquer, si vous voulez, l'accord uniforme de l'OHADA, en particulier pour les organisations de producteurs, qui allait nous permettre de résoudre définitivement ces problèmes d'organisation de producteurs. Vous savez tout ce qui s'est passé, l'UNPCP, un certain nombre de critiques. Et donc, ça nous a permis de dire quelle est l'autorité au niveau du Burkina Faso qui va gérer le registre. Parmi les dossiers prioritaires, nous disons qu'il faut appliquer la loi un peu dans toute sa rigueur. Nous avons un problème, le problème du trafic du Thyrocarpus, communément appelé bois de rose, qui perdure. C'est un bois qui est protégé au plan mondial. Malgré toutes les actions qui ont été menées, ce trafic-là perdure. Nous avons personnellement signé des plaintes contre des agents de ce ministère qui sont présentement enfermés parce que nous tenons à ce que force reste à la loi. L'autre enjeu majeur, c'est la problématique des forêts classées. Les populations, certainement à cause de l'incivisme, pénètrent dans ces forêts-là. Elles coupent le bois, elles font des champs, elles exercent leur paillage. Et malgré les efforts qui ont été entrepris, ces gens-là n'ont pas pu être dégagés jusqu'à présent. L'autre problématique, c'est les déchets plastiques. Il faut qu'on mette les moyens à la disposition du département de l'environnement afin qu'on puisse traiter ces déchets-là, en faire ce qu'on veut en tout cas. Je voudrais terminer par la nécessité de prévoir un nouvel organigramme pour ce ministère-là, en créant une direction régionale des eaux et forêts qui va regrouper les paramilitaires et puis une direction régionale de l'environnement qui va regrouper les environnementalistes et les autres corps civils. Les dossiers prioritaires, c'est un peu dans la continuité de ce que nous avons entrepris. Je parlais tantôt de l'assainissement des zones pastorales. Il y a 4 qui ont été concernés sur 26 au total. Donc il y a encore 22 zones pastorales sur lesquelles certainement j'invite les prochaines autorités à avoir un œil attentif en termes effectivement de les assainir et de leur donner leur vocation initiale. Depuis quelques années, le département des ressources animales et pendant la transition, nous y avons réfléchi à mettre en place un stock de sécurité alimentaire du bétail. Autre instance, c'est également de mettre en place une centrale d'achat des médicaments vétérinaires. Un des dossiers très importants, c'est le financement du sous-secteur lui-même.
Parce que nous considérons aujourd'hui que le sous-secteur de l'élevage est sous-financé. Parce que sur les 3 dernières années, nous sommes financés à peu près autour de 14 milliards par an, alors qu'en application des recommandations de Maputo, le financement minimal devrait être autour de 34-35 milliards. Celles qui me tiennent à cœur et que nous n'avons pas pu, évidemment, c'est le contraire, nous n'avons pas pu leur trouver solution, c'est par exemple le code d'investissement agricole. Nous sommes en train de dire que l'État n'a pas suffisamment de moyens pour intervenir dans tous les secteurs du point de vue financier. Mais le partenariat public-privé, en tout cas en ce qui concerne l'agriculture, c'est quelque chose d'important qui peut faire un bon qualitatif à notre agriculture. Donc il est bon que nous ayons un code d'investissement spécifiquement agricole. Le financement de l'agriculture, ça c'est également un des aspects que nous laissons parce que nous avons les banques qui sont là. Mais quand vous regardez, vous n'avez que 3% à peu près des produits qui sont offerts par les banques qui vont réellement à l'agriculture. L'agriculture, nous avons besoin d'investir. Nous avons la relecture d'un certain nombre de textes qui sont importants, notamment sur l'utilisation des pesticides. L'évaluation des chambres régionales d'agriculture, qui sont des auxiliaires, qui sont un peu des structures au niveau régional qui apportent un appui donc à l'État. J'aurais aimé qu'on puisse les évaluer pour voir comment encore on peut les rendre beaucoup plus efficaces et efficients. Nous avons les termes de référence, mais je pense qu'il est important qu'on regarde, c'est cette journée nationale du paysan, et comment on fait pour que ce soit les producteurs qui l'organisent effectivement, et bon, quelles sont les réformes qu'il faudrait apporter. Un souvenir parmi tant d'autres, je dirais c'est véritablement l'adoption du statut du corps paramilitaire des eaux et forêts. Nous sommes impliqués personnellement et nous avons dit à toutes nos rencontres que si ce statut-là n'était pas adopté, nous considérons que nous avons échoué à notre mission à la tête de ce département. Le meilleur souvenir que j'ai de cette transition-là, période-là, c'est le jour de ma décoration, c'est ma décoration à titre d'officier de l'Ordre national. Pourquoi cela? Pour plusieurs raisons. Pas parce que simplement j'ai travaillé au sein de la transition, mais j'ai estimé que ce genre de reconnaissance-là m'a beaucoup manqué au cours de ma carrière. C'est le jour où, après le fameux coup d'État du 17, là, lorsque nous avons repris fonction et que nous nous sommes retrouvés en conseil de ministres, mon meilleur souvenir, c'était là, à cette occasion-là, où nous avons pu nous rendre compte que nous étions solidaires, nous avons pu nous rendre compte que l'action gouvernementale était collégiale, et ça, je pense que c'est un souvenir que je garde. Sababu ya yamalam sababu, hari ya yaminga, la tonne meto